Imaginez, vous oubliez de poser une question. Une simple question. Peut-être par oubli, peut-être par excès de confiance en vous, mais c'est pas une question gênante ou payante, ou qui va vous faire passer pour un con. Non. Une simple question pour vérifier un truc au cas où. Mais vous la posez pas, et vous mourrez. Vous, ainsi que 600 autres personnes. Aujourd'hui, on va parler de l'accident de Tenerife, la plus grave catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation. L'accident qui a ébranlé le monde entier par sa gravité, certes, mais aussi parce qu'il tient à une question. Avant de faire une licence d'histoire, j'ai validé 2 semestres dans un IUT sur la sécurité en entreprise. J'ai eu l'occasion d'y étudier un peu la physique des particules, l'épidémiologie, ainsi qu'un truc que j'ai trouvé passionnant, l'accidentologie. Alors, c'était il y a plus de 15 ans et je retrouve pas mes cours, donc bon, on va dire qu'on va faire fi du vocabulaire exact et se concentrer sur 2-3 concepts. Donc, à l'origine, le concept philosophique de l'accident impliquait une cause. Par exemple, tu roules trop vite, t'as un accident. Une cause, une conséquence. Sauf que des fois, tu roules trop vite et t'as pas d'accident. Donc le mec qu'on ramasse perché au sommet d'un platane, c'est parce qu'il a roulé trop vite, mais il doit bien y avoir autre chose qui entre en ligne de compte, sinon on se planterait dès le moindre excès de vitesse. L'accidentologie moderne a pris naissance avec la révolution industrielle, parce qu'il est alors devenu facile de se faire broyer par une machine-outil. La discipline s'est ensuite développée encore plus avec la création du travail à la chaîne et aussi, en outre, avec l'arrivée de l'automobile qui a largement fait augmenter le nombre de blessures graves et de morts dans la population. Or, dans une usine, les accidents, c'est pas ouf. Bon, le mec qui a été coupé en deux, ça se remplace, mais le temps qu'on en extrait les morceaux de la machine, la ligne, elle tourne pas, et si elle tourne pas, on gagne pas d'argent. C'est très cynique, mais quand on veut réduire les accidents, c'est pas toujours pour le bien-être des gens. Quand une compagnie d'assurance fait de l'accidentologie, c'est pour optimiser sa manière de gagner du pognon. Votre bien-être n'est qu'un effet secondaire. Et donc, dans cette période, on comprend vite qu'un accident a en fait 2 facteurs. Pour qu'un ouvrier se fasse arracher la tête par une machine-outil, il faut qu'il mette la tête dedans, mais il faut aussi qu'elle démarre sans prévenir. Supprimez un seul de ces 2 éléments, et il n'y a pas d'accident. Mais avant de vous en dire plus, prenons un exemple fictif comme base de travail. Le petit Pierre-Kévin, 5 ans, vient de recevoir un nouveau vélo tout neuf de son papy, avec 12 vitesses, des freins à disque et des flammes sur le côté. Et il meurt d'envie de l'essayer. Seulement sa maman, Marie Clitorine, n'a pas le temps de l'emmener faire un tour. Elle a dû faire 2 heures sup au boulot ce soir, donc elle est à la bourre sur tout, et donc elle lui dit d'aller l'essayer dans la rue pendant qu'elle prépare le repas. Pierre-Kévin s'empresse d'aller chercher son vélo au garage, mais entre l'empressement, l'excitation et un certain souci de sa propre image, il ne prend ni son casque ni ses coudières et genouillères. Dans la rue, il retrouve son copain Jean Masturbin, un peu casse-cou, qui de toute façon se serait moqué de lui avec toutes ses protections. C'est vraiment trop nul. La rue, d'habitude calme, est blindée de voitures garées un peu partout. Faut dire qu'il y a un vide-grenier juste à côté. Mais Jean Masturbin connaît une super rue en pente pas loin où ils vont pouvoir taper de grosses pointes de vitesse. Une fois au sommet de la rue en pente, Jean Masturbin s'élance, prend de la vitesse et fonce sur un tas de terre qui lui sert de tremplin, fait un saut de 2 bons mètres, se réceptionne et dit à Pierre-Kévin d'en faire autant, sinon c'est une poule mouillée. Pierre-Kévin hésite, puis il s'élance. Mais au moment d'arriver sur le tremplin, il le sent pas et freine. Mais habitué aux vieux freins de son vieux vélo, il les serre à fond. Sa roue avant, freinée par un frein à disque tout neuf, se bloque. Il fait un soleil, finit la tête la première sur le bitume et reste étalé là. Jean Masturbin, dans la panique, prend la fuite. Quand un passant trouve Pierre-Kévin par terre 10 minutes plus tard et appelle les pompiers, 10 précieuses minutes se sont écoulées et quand les secours arrivent, il leur manque ces fameuses 10 minutes pour empêcher Pierre-Kévin de devenir soit un légume, soit un bout de viande. Au vu de cette histoire, fictive je le rappelle, faisons maintenant un petit exercice. Qui est le responsable de l'accident de Pierre-Kévin? Est-ce Marie Clitorine, cette mère indigne qui n'aurait jamais dû laisser son môme sans surveillance? Est-ce Jean Masturbin, ce petit con beaucoup trop tête brûlée qui pousse Pierre-Kévin à se mettre en danger?
Ou bien est-ce Pierre-Kévin lui-même, parce que c'est lui seul qui a décidé de ne pas porter de protection pour plaire à Jean Masturbin, de suivre ce dernier hors de son terrain de jeu habituel et de s'élancer dans une rue en pente sur un vélo qu'il ne connaissait pas? Eh bien, c'est tous les trois. Ou aucun des trois, selon le point de vue que vous adoptez. Parce qu'à partir de là, tout le monde n'est pas d'accord sur les responsabilités de chacun dans ce genre de cas. Pris individuellement, ces comportements ne provoquent pas d'accident. Donc, pourquoi l'un des protagonistes devrait supporter à lui tout seul le poids de la faute? Si les autres n'avaient pas merdé, il se serait rien passé. A contrario, on peut penser aussi qu'ils partagent tous la responsabilité de l'accident de Pierre-Kévin. Pourquoi? Parce qu'une chose est en revanche certaine et acceptée par tout le monde, retirer un seul des éléments de cette histoire, et l'accident n'a pas lieu. Et le pire là-dedans, c'est que vous pouvez même blâmer le patron de Marie Clitorine ou l'organisateur du vide-grenier. Et même papy. Si Marie Clitorine ne fait pas d'heures sup, elle peut accompagner son fils pour essayer son vélo et ne le laissera pas rouler sans protection ou trop vite. Si le vide-grenier avait eu lieu la veille, la rue aurait été dégagée et même sans surveillance, les gamins seraient restés dans une rue sans trop de danger. Si Pierre-Kévin s'était dûment équipé de protection, sa chute aurait pu se résumer en une grosse frayeur. Si Jean Masturbin n'avait pas été là, il ne lui aurait pas proposé de faire des trucs dangereux et Pierre-Kévin, moins soumis à cette forme de pression sociale, aurait sagement roulé dans sa rue avec ses protections. Et bien évidemment, si papy ne lui avait pas offert de vélo, il n'aurait pas ressenti l'urgence d'aller l'essayer. Et quand bien même il aurait freiné devant le tremplin avec son vieux vélo, ses freins usés l'auraient fait s'arrêter en quelques mètres, pas instantanément en provoquant un soleil. Et si une chute était arrivée en la présence de Marie Clitorine, ça peut toujours arriver, il ne serait pas resté 10 minutes baignant dans son sang avant que quelqu'un n'intervienne, augmentant ainsi drastiquement ses chances de s'en tirer à bon compte. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on considère les accidents comme systématiquement multifactoriels. Un accident n'a pas une cause, il n'en a pas deux, il en a une multitude qu'on organise même en arborescence. C'est pour ça que les accidents sont relativement rares. Ils demandent qu'un grand nombre de causes soient réunies. Pierre-Kévin et Jean Masturbin ont fait du vélo dans leur patelin des dizaines et des dizaines de fois avec ou sans surveillance. Et vous avez parcouru des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres en voiture avant votre accrochage. Et c'est là aussi que les accidents deviennent angoissants. Retirez une seule de ces causes et tout le monde va bien. Ou bien on s'en sort simplement avec une grosse frayeur. Mais ça veut dire aussi qu'on a la possibilité d'agir dessus, et c'est là tout l'intérêt de la discipline. En analysant en profondeur les causes d'un accident, on peut voir chaque étape où quelque chose a déconné. Et en multipliant les sécurités, on diminue le risque qu'elles sautent tout à la fois. C'est pour ça qu'on vous demande d'à la fois respecter les limites de vitesse, la signalisation, de porter votre ceinture, et que tout le monde fasse ça en même temps. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé, bien sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation anxiogène où vous pressentez qu'un accident va arriver, même s'il n'arrive pas. Vous savez, quand le voisin bourré joue avec de l'essence à briquet, que Jean-Michel Tuning prend des virages à 150 dans sa Clio bricolée avec vous sur la banquette arrière, ou que Micheline Huguette laisse son gamin d'1 an tirer la queue du pitbull de sa sœur. Si le rejeton de Micheline Huguette est sanglé dans une chaise haute et que le chien de sa sœur est muselé et dort sur le canapé du salon, vous vous sentez serein. Vous vous sentez mal parce que vous avez conscience que beaucoup de sécurités ont d'ores et déjà sauté et qu'il n'en reste plus qu'une ou deux avant que tous les éléments soient réunis pour qu'un accident ait lieu. Et venez pas me faire chier que les pitbulls sont gentils, je sais. Mais un pitbull est un bon exemple pour parler d'une autre notion, la différence entre danger et risque et le lien à faire entre les deux. Imaginons que Micheline Huguette laisse son petit dernier sans surveillance avec le hamster de sa sœur. Ce hamster mord tout le temps, tout ce qui est à sa portée. Le risque de se faire mordre est grand, mais le danger, c'est d'avoir une plaie d'1 demi-centimètre sur le dos de la main. Ça va. Le pitbull de sa sœur ne mord quasiment jamais. Le risque est faible. Mais s'il mord, c'est un molossoïde parfaitement capable de t'arracher le visage. Le danger est grand. Et les gens ont souvent du mal à faire la distinction entre danger et risque. Par exemple, on connaît tous quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, et la raison est toujours la même. Et si l'avion se crache? Sauf que les crashs d'avion sont très rares. Ce qui fait peur, c'est que quand ça arrive, ça peut vite devenir très grave, et concerner plusieurs centaines de personnes en même temps. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous raconter le déroulement des événements du 27 mars 1977.
Parlons un peu des îles Canaries. Situées au large du Maroc, elles sont pourtant rattachées à l'administration espagnole. Mais tout le monde n'a pas toujours été d'accord avec ça. En 1964, un certain Antonio Cubillo crée le MPAYAC, le mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel canarien. D'abord purement politique, le mouvement décrète la lutte armée en 1976 et le 27 mars 1977, vers midi, fait péter une bombe à l'aéroport international de Las Palmas, sur l'île de Grande Canarie. Suite à l'explosion, l'un des membres du groupe terroriste annonce qu'un autre engin explosif se trouve encore quelque part dans l'aéroport, qui est évidemment évacué et fermé. Hors de question d'y poser le moindre avion, mais les Canaries, qui sont très touristiques, font l'objet d'un trafic aérien relativement dense. Alors que faire de tous les avions à l'arrivée? Ils sont déroutés et pas détournés, vers l'aéroport de Los Rodeos, sur l'île de Tenerife. Sauf qu'on n'est pas sur un gros aéroport international, mais sur un terrain qui a plutôt l'habitude d'un trafic léger, aussi bien en taille qu'en nombre d'avions. Il est un peu plus de 13 heures. Le vol 1736 du 747-100 de la Paname, en provenance de Los Angeles, souhaite attendre en vol la réouverture de l'aéroport de Las Palmas, mais il reçoit la consigne de se poser à Tenerife. Le 747-200 4805 de KLM en provenance d'Amsterdam reçoit les mêmes instructions quelques minutes plus tard. Mais l'aéroport est tellement petit que quand 5 gros avions déroutés doivent s'y poser, ils ne peuvent pas être accueillis à l'aérogare. Ils sont donc parqués sur le taxiway principal qui longe la seule piste du terrain d'aviation. C'est dimanche. Il n'y a que 2 contrôleurs dans la tour et habitués à gérer du trafic local en utilisant l'espagnol à la radio. Ils ne sont pas très à l'aise lorsqu'ils doivent échanger en anglais avec des vols internationaux. Los Rodeos se trouve à un peu plus de 600 mètres d'altitude dans une vallée, au pied du volcan de l'île. Et sa situation, associée à l'air très humide de l'Atlantique, fait que des nuages viennent très régulièrement se bloquer là, contre le relief. En fait, une bonne moitié du temps, la piste est fermée parce que la visibilité y est nulle. En temps normal, ça passe. Enfin, disons que pour un vol à vue, on se contente d'attendre que la météo soit favorable. Mais un vol commercial qui navigue aux instruments peut parfaitement décoller dans la purée de pois. Sauf que l'aéroport n'est pas coutumier de ça. Or, un truc bien pratique pour gérer le trafic sur les différentes voies au sol quand on n'y voit que dalle, c'est le radar au sol, qui permet de savoir ce qui se passe sur les taxiways même quand on ne voit rien. Et Los Rodeos n'en est pas équipé. On ignore quand Las Palmas va rouvrir, donc les passagers du vol de la KLM sont débarqués. Mais venant s'ajouter aux passagers de 3 autres vols, la salle d'embarquement de Los Rodeos est surchargée, participant au stress du personnel au sol. Comme ça fait vraiment trop haut, les passagers de la Paname vont patienter à bord de leur avion. À 14h30, la police de Las Palmas annonce avoir sécurisé l'aéroport. Les appareils en stand-by à Los Rodeos vont donc pouvoir redécoller et avaler les 25 minutes de trajet qu'il leur reste jusqu'à Grande Canarie. Le 747 de la Paname pourrait repartir, mais il est bloqué par l'avion de la KLM qui doit être ravitaillé. En effet, l'équipage à bord arrive doucement à sa limite de temps de travail. Ils doivent chercher 300 passagers à Grande Canarie et repartir vers Amsterdam, mais s'ils prennent trop de temps, ils devront rester aux Canaries pour un temps de repos réglementaire et la compagnie devra payer une nuit d'hôtel aux 300 passagers. Or, tout le monde préférerait rentrer à la maison. Alors, plutôt que de prendre une demi-heure à faire le plein de 55 mètres cubes de kérosène à Las Palmas, ils ont décidé de le faire tant qu'ils étaient coincés ici. Mais après que les pleins soient faits, les autorités espagnoles annoncent que, finalement, les avions doivent encore rester à Los Rodeos pour le moment. Quand les passagers peuvent finalement réembarquer, tout le monde remonte à bord, sauf Robina van Lanschot. Il se trouve qu'elle avait une correspondance. Elle aurait dû se poser à Grande Canarie avant de prendre un vol pour Tenerife. Vu qu'elle était sur place, elle voyait pas trop l'intérêt de remonter à bord. Grand bien lui en a pris. En cette fin de journée, un nuage vient buter contre le relief, plongeant l'aéroport dans une dense purée de pois. La visibilité tombe à moins de 300 mètres. Les contrôleurs ne voient plus ce qui se passe au sol. Tout repose sur les communications radio. Peu avant 17h, Jacob van Zanten, le pilote du 747 de la KLM, demande une autorisation de roulage. C'est un pilote très expérimenté, instructeur de vol avec 27 ans de bouteille et presque 12 000 heures de vol au compteur. C'est lui-même qui avait formé son copilote, il était même une figure marketing de la compagnie. En gros, il pèse dans le game. Ajoutez à ça une forte personnalité et vous n'avez pas de mal à voir la figure d'autorité qui se dessine autour de lui. En outre, à ce moment-là, l'équipage est tendu à cause de ces histoires de retard et de temps de repos.
Il est autorisé à rouler jusqu'en bout de piste pour y faire un virage à 180 degrés et alors se trouver en position de décollage. Le Pan Am est lui aussi prêt à repartir. La tour compte donc le mettre en numéro 2, derrière le KLM. Normalement, la manœuvre est simple. Le premier avion pénètre sur la piste, tandis que le deuxième attend son tour juste derrière, au seuil de piste, sur le taxiway. Sauf que là, le taxiway est encombré par 3 autres avions au parking. Le KLM doit donc remonter la piste avant de faire demi-tour et s'aligner pour le décollage. Le Pan Am doit le suivre, puis sortir de la piste un peu plus loin pour le laisser décoller. Parce qu'évidemment, le KLM est pressé de partir. Donc la tour annonce au Pan Am de remonter la piste et de la quitter à la 3e sortie pour libérer la piste au plus vite pour le KLM. Sauf qu'en anglais, 3e se dit third et premier se dit first. Et dans une radio pourrie, ça donne third et first. L'équipage de la Pan Am est pas sûr d'avoir compris comment il doit quitter la piste. Il demande confirmation à la tour, mais elle lui répond « Third one ». Ah ben me v'là bien aidé, tiens. Après avoir galéré à plusieurs reprises, ils vont finalement le dire en espagnol pour que tout le monde se soit bien compris. Uno, dos, tres. Sauf que le Boeing de la Pan Am ne va pas sortir par la 3e sortie. Et aujourd'hui encore, on n'est pas sûr de pourquoi. La 3e sortie demandait au 747 de faire un virage à 135 degrés, puis un autre dans l'autre sens pour repartir sur le taxiway principal. Une théorie dit que le pilote aurait pu trouver ce virage trop fort, difficile à faire avec un avion de ce gabarit, et a décidé de prendre la 4e sortie plus facile. Une autre théorie dit que dans le brouillard, le pilote l'a tout simplement raté. Quoi qu'il en soit, KLM roule pour le point d'arrêt avant le décollage et Pan Am roule vers la 4e sortie de piste, vers le taxiway. Quand le Boeing de la KLM arrive au seuil de piste et fait demi-tour, le copilote annonce « We're now at take-off ». Or, ce message peut à la fois dire « Nous sommes en position de décollage », sous-entendu « On attend », ou bien « Nous allons décoller », sous-entendu « On n'attend pas, on décolle ». Le contrôleur répond à ça par un simple « OK », mais il est immédiatement pris par le doute. Le copilote voulait-il dire « en position de décollage » ou « au décollage » ? Parce que le Boeing de la Pan Am, il est toujours sur la piste, lui. Donc immédiatement, il rappelle l'avion KLM pour lui dire « Attendez pour le décollage, je vous rappelle ». Sauf qu'à l'exact même moment, le copilote Pan Am, qui a entendu la même chose et qui est en proie au même doute, annonce « Nous sommes encore sur la piste en train de remonter ». Mais tout ce petit monde est sur la même fréquence, et sur une radio VHF, quand 2 personnes parlent en même temps, tout ce que vous entendez, c'est une interférence incompréhensible. Il existe bien un système permettant de bloquer une communication radio si une autre est en cours, mais à ce moment-là, le système est cher et peu d'appareils en sont équipés. L'équipage du KLM ne reçoit donc ni le message de la tour qui lui dit d'attendre, ni le message du Pan Am disant qu'il est encore sur la piste. Quelques secondes plus tard, la tour demande au Pan Am de confirmer quand il aura libéré la piste, et Pan Am collationne, c'est-à-dire qu'il répète le message pour bien montrer qu'il l'a reçu et compris. Mais le pilote KLM, qui a déjà mis les gaz, ne réagit pas à ce message radio. Mais le mécanicien de bord, juste derrière lui, qui l'a entendu, demande au commandant si la piste est bien dégagée. Jacob Van Zanten lui répond sur un ton agacé que oui, et continue son roulage. Vous vous rappelez quand, au début de la vidéo, je vous ai dit que la vie de 600 personnes tenait à une question ? On ne sait pas exactement quel était l'état d'esprit à bord, mais on pense que l'aura du pilote le plus expérimenté de la compagnie n'a pas dû aider son copilote, qui était son ancien élève, et son mécano, qui était encore un bleu, à le remettre en question. A priori, ils n'ont pas osé lui demander de vérifier ou vérifier par eux-mêmes. Mais Van Zanten lui-même aurait pu douter et poser la question à la tour. Mais ses certitudes vont le condamner. Une autre théorie invérifiable affirme que Van Zanten aurait souffert de ce que l'on a alors appelé le syndrome du simulateur. En effet, les mois précédant l'accident, il a passé le plus clair de son temps à former de jeunes pilotes en simulateur, en ayant à la fois le rôle du pilote, du contrôle aérien et en étant une figure d'autorité. On pense donc qu'il aurait eu un excès de confiance, comme c'est le cas dans un simulateur où on sait qu'on ne risque rien, et aurait squeezé le contrôle aérien par habitude de le faire lui-même. Quoi qu'il en soit, si le mécano avait insisté ou si Van Zanten avait simplement demandé confirmation à la radio, la suite ne serait pas arrivée. Une trentaine de secondes après avoir commencé à mettre les gaz, Van Zanten aperçoit le Boeing de la Pan Am droit devant lui. Le commandant de bord de l'avion de la Pan Am, Victor Grubbs, le voit lui aussi et met plein gaz en donnant du palonnier pour braquer au maximum et tenter de sortir de la piste. Le 747 de la KLM est alors déjà à plus de 300 km/h. Impossible de freiner sur cette distance, il n'en a plus le temps.
Van Zanten tire le guidon à fond, espérant décoller in extremis. Mais avant de partir, il a fait les pleins. Et avec 55 mètres cubes de kérosène, c'est avec presque 40 tonnes de charge de plus au départ qu'à l'arrivée que l'avion tente de décoller. On ne saura jamais vraiment si ces 40 tonnes ont fait la différence, mais il est vraisemblable que oui. Parce qu'à 17h, 6 minutes et 50 secondes, ce qui aurait pu être un dramatique frôlement in extremis est alors une collision. L'un des moteurs du géant de 350 tonnes percute le fuselage de l'avion de la Pan Am qui se déchire comme du papier. Son aile lui coupe la dérive, les réservoirs se rompent et les dizaines de milliers de litres de carburant se répandent et s'enflamment. L'avion de la KLM s'élève brièvement avant de retomber sur la piste et de s'y disloquer. Sur les 248 personnes à bord, il n'y a aucun survivant. Dans la tour de contrôle, on entend une explosion. Mais à cause du brouillard, les contrôleurs ne voient rien. Ils ont perdu le contact radio avec les avions. Ils envoient alors les pompiers sur la piste, qui vont tomber nez à nez avec la carcasse en feu du Boeing de la KLM. Mais à cause du brouillard, ils ne se rendent pas compte qu'à 400 mètres de là, l'avion de la Pan Am, dont les réservoirs ont aussi été déchirés, est toujours là. Il est détruit par la collision, incapable de se mouvoir, le kérosène se répand partout, et ses moteurs, toujours à plein régime, envoient des morceaux de ferraille dans toutes les directions, tuant des personnes à bord. Le fuselage, dont la structure a été affaiblie par le fait qu'il en manque un bon morceau, commence à s'affaisser. Une partie des passagers assis à l'avant de l'appareil, ainsi que les membres d'équipage présents dans le cockpit, parviennent alors à sauter au sol pour s'échapper. Mais soudain, le fuselage explose. 335 personnes encore à bord périront dans l'incendie. Sur les 67 personnes ayant réussi à évacuer l'avion, 6 mourront des suites de leurs blessures dans les jours suivants. La chaleur de l'incendie est telle qu'elle dissipe rapidement le brouillard sur près d'1 kilomètre, permettant alors aux pompiers de se rendre compte avec effroi qu'un autre avion est en proie aux flammes sur la piste. Après la maîtrise de l'incendie, les corps sont extraits des restes des 2 avions. On compte 583 victimes. 95% des corps récupérés étaient tellement carbonisés qu'ils étaient méconnaissables. Évidemment, le détail de cet accident n'a pas été connu tout de suite. Les boîtes noires des appareils ont été tellement endommagées dans le crash qu'il faudra plusieurs semaines pour pouvoir les lire et comprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'est là que le grand public, déjà choqué par la gravité de l'accident, qui est, je le rappelle, la plus grave catastrophe aérienne de l'histoire, sera choqué une deuxième fois par la futilité des causes de celui-ci. Van Zanten est tenu le plus clair du temps pour responsable de cet accident, à cause de cette simple question qu'il n'a pas posée ou ne sait pas poser. D'ailleurs, la KLM acceptera la responsabilité de cette catastrophe et dédommagera les survivants et les familles des victimes. Mais encore une fois, dans toute cette liste de causes, regardez bien, retirez-en une seule, et le drame est évité. Et ça, c'est flippant. Maintenant, parlons un peu de sécurité aérienne. Ce qui est bien avec les avions, c'est qu'ils ne tombent jamais 2 fois pour les mêmes raisons. Non, c'est pas du cynisme, c'est vraiment un truc positif. C'est à ça que servent les boîtes noires et globalement tous les enregistrements des infos de vol et de trafic aérien. À chaque fois qu'un accident arrive, une enquête est menée avec minutie pour en déterminer les causes et empêcher qu'elles ne se reproduisent. Évidemment, il peut toujours se passer des trucs improbables, ce qui provoquera toujours des accidents. Mais tout est fait pour que les problèmes identifiés soient corrigés et n'arrivent plus. Si vous vous demandez pourquoi les règles d'embarquement sont si chiantes et les procédures de vol aussi, c'est pour ça. On ne vous fait pas un briefing de sécurité de 5 minutes dans le train ou le métro. Voici un exemple concret. Les attentats du 11 septembre 2001 ont pu avoir lieu parce que les pirates ont pu monter à bord avec des objets tranchants, entrer dans les cockpits des avions qui n'étaient pas verrouillés et assassiner les pilotes sans trop de difficultés. Donc aujourd'hui, les cockpits sont verrouillés de l'intérieur pendant le vol. Mais en 2015, un Airbus de la Germanwings s'est écrasé parce que son copilote suicidaire s'est servi de ce verrouillage du cockpit pour enfermer le pilote à l'extérieur lors de sa pause pipi et crasher volontairement l'avion sans que personne ne puisse l'en empêcher. Donc aujourd'hui, les cockpits sont verrouillés de l'intérieur, mais il ne doit jamais y avoir une seule personne dans le cockpit pendant le vol. Et donc, quelles ont été les conséquences de l'accident de Tenerife sur l'aviation commerciale ? Les attentats sont difficilement prévisibles, mais ils sont aussi volontaires et contournent volontairement la sécurité. Ce ne sont pas des accidents. Mais du reste, aujourd'hui, les communications radio ont tellement changé que même un aéroport surchargé ne devrait plus être un problème.
En effet, dorénavant, si les communications peuvent encore être réalisées dans une langue locale, en cas de doute, une phraséologie normée et en anglais doit être utilisée, et n'importe quel pilote ou contrôleur doit la maîtriser, ça fait partie de sa formation. Pour sortir à la troisième bretelle, plus de use the third one, mais exit via taxiway Charlie 3. Cette nouvelle phraséologie n'est pas parfaite, mais elle élimine l'écrasante majorité des problèmes posés par des échanges à la comme ça vient. De même, depuis cet accident, hors de question de parler de décollage, tant qu'il n'est pas question de décoller. On n'est pas en position de décollage, on est juste aligné sur la piste. De même, les systèmes anti-interférence sont maintenant obligatoires sur les appareils commerciaux. L'autorité du pilote a été revue et son équipage, surtout son copilote, parce que la plupart du temps ils ne sont que deux, a vu son autorité à bord relevée et il est encouragé à questionner son pilote au moindre doute. Ça aussi, ça fait partie de la formation. Au moindre doute, demande confirmation. Mais aussi et surtout, un gros travail a été fait sur la pression soumise aux équipages. En effet, aujourd'hui encore, malheureusement, et surtout dans l'aviation légère, c'est la pression imposée au pilote qui le pousse à la faute. L'exemple classique, c'est le patron d'une petite boîte qui doit se déplacer et va louer les services d'un pilote de petit avion de tourisme. À moins que ce ne soit un retour de vacances d'un pilote et de sa famille, voire juste un vol de tourisme. Sauf que sur la route, le temps se gâte. Seul le pilote envisagerait un déroutement sur un terrain à proximité en attendant que l'orage passe. Mais le mec qui loue ses services ne veut pas, lui. Il est pressé, il a un rendez-vous important. Il ne peut pas passer plusieurs heures à attendre que la pluie passe. Alors le pilote pousse à travers la météo dégueulasse et finit au sommet d'un arbre. Idem s'il rentre de vacances, ça fait chier de devoir passer une nuit sur un aérodrome au milieu de nulle part avec madame et les gosses, sans hôtel parce que le temps devient orageux sur la route. Puis de toute façon, il reste qu'1 heure de vol. Allez, ça passe. Sauf que ça passe pas. Aujourd'hui encore, l'accidentologie aéronautique montre que la majorité des accidents, quoique rares, des avions de tourisme se résument en « Oh, ça passe !» Et ça passe pas. Et c'est pourquoi lors des formations au pilotage, il est insisté lourdement sur le fait qu'il ne faut surtout pas céder à la pression, même d'une personne d'autorité. Même si vous transportez le PDG d'une grosse boîte qui menace de vous virer si vous ne l'écoutez pas, quand vous êtes le commandant de bord, vous êtes le maître absolu à bord. Et vous devez résister à ce genre de menaces. Mieux vaut virer que mort. En fait, dans l'aviation, on dit plutôt mieux vaut arriver en retard que pas du tout. Et pour finir, sur un plan plus local, l'aéroport de Los Rodeos a été équipé d'un radar au sol et s'appelle aujourd'hui Tenerife Nord parce qu'au sud, plus près du niveau de la mer, a été installé un nouveau terrain d'aviation qui n'est pas sujet au brouillard. La morale de cette histoire, c'est que les accidents sont évitables. Même si tout le monde autour de vous fait de la merde, vous pouvez être le dernier cordon de sécurité qui ne se rompt pas et qui évite des morts ou des blessés. Vous pouvez être celui ou celle qui dit que c'est une mauvaise idée, ou bien qu'il vaudrait mieux revérifier. Et vous devez être celui ou celle qui ne cède pas à la pression sociale, du ridicule, de l'accusation d'être un empêcheur de tourner en rond, ou à la menace d'un supérieur hiérarchique mécontent. Repensez-y, la prochaine fois que Jean-Michel Contremaître dira qu'on n'a pas le temps de faire attention avec le chariot élévateur, ou que Jean-Kévin Tuning vous dira qu'il pilote comme Sébastien Loeb. Ne cédez jamais à quelqu'un qui vous somme de faire fi des règles de sécurité. C'est un con. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek. Et alors voyure.